Mesdames, Messieurs, bonsoir. En 5 ans de mise en œuvre, le Bénin a commencé à mesurer les premières retombées de son train de réforme issu du programme d'action du gouvernement, faisant désormais partie de la catégorie des pays à revenus intermédiaires avec une croissance robuste malgré la pandémie de Covid-19. Des performances économiques en passant par la gestion de la crise de Covid-19 aux actions menées pour l'amélioration du cadre de vie des Béninois. Tous ces sujets seront abordés au cours de cette émission rétrospective que j'aurai le plaisir d'animer avec Ulvaeus Balogun. Bonjour. Bonjour Amandine Anyambossou, bonjour chers téléspectateurs. Le premier plateau de notre rétrospective sera consacré à l'économie béninoise qui, durant cette année 2021, a subi les assauts du Covid-19, mais qui, malgré tout, quand même, a fait des prouesses. Eh bien, 2021 aura été une année certes difficile, mais couronnée de quelques prouesses sur le plan économique, entre ralentissement de l'activité économique, dépenses sanitaires et sociales élevées. Comment le Bénin s'en est-il sorti pour relancer sa croissance? Pour en parler, nous recevons pour vous Epiphane Adjovi, il est économiste statisticien. Il est avec nous pour analyser et décrypter l'évolution de l'économie durant cette année 2021 et bien entendu avec un regard prospectif sur l'année 2022. Epiphane Adjovi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, 2021, comme on le disait, s'est écoulé avec son lot de difficultés et bien entendu de succès également. Vous, en tant qu'économiste, quel est le bilan que vous pouvez faire de cette année ? Merci de me donner cette opportunité de parler de mon pays. Et bon, si je dois tenter un bilan, je pense que je le ferai autour de 4 mots. Premièrement, performance. Deuxièmement, résilience. Troisièmement, nécessité. Nécessité et peut-être terminer avec des souhaits. Voilà. Alors, quand vous parlez de performance, qu'est-ce que vous y mettez? Bon, pour moi, les performances, je dirais les performances se poursuivent. Nous avons, selon les informations qu'on a collectées, qu'on a eu à écouter, à lire, le Bénin est parmi les pays qui ont le plus fort taux de croissance de la sous-région. Oui. Donc, c'est une performance qu'il faut continuer de saluer, parce que lorsque nous faisons bien, il faut le reconnaître et l'admettre. Le Bénin aussi a poursuivi avec les performances en matière de mobilisation de ressources. Mobilisation de ressources. Et cette mobilisation permet de poursuivre les investissements qui ont transformé et qui sont en train de transformer plutôt notre pays. Et ça, je tiens aussi à insister dessus parce que j'ai reçu la visite d'un ami qui est parti il y a quelques années de ce pays, qui est revenu et qui, selon les informations qu'il avait là où il était, a dit mais quelque chose ne va pas, parce qu'il a trouvé un pays nouveau, un pays qui avance. Donc, ça, c'est des performances qu'il faut noter. On peut citer aussi beaucoup de performances en matière d'appréciation internationale, et notamment les agences de notation qui ont amélioré, c'est léger, mais c'est important, la note du Bénin. Et il y a aussi les autres, comment je peux appeler, indices sur l'économie et sur la gestion de l'économie. Et quand vous parlez de résilience, qu'est-ce qu'on peut comprendre par résilience? La résilience, c'est le fait que le Bénin continue sa marche, continue d'avancer malgré les chocs importants qui se manifestent toujours. Et il y a, vous l'avez dit à l'introduction, le Covid-19. Oui. Il y a aussi nos relations avec le Nigeria. Il y a des améliorations, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Et donc, la résilience, c'est malgré tous ces chocs, nous avons quand même fait
de bonnes performances. Ça aussi, c'est à mettre à l'actif du Bénin et des Béninois. Et quand vous parlez de nécessité, le troisième point que vous avez abordé, la nécessité. La nécessité, c'est de poursuivre et d'accélérer les réformes. Ouais. Nous avons maintenant, nous habituons maintenant de plus en plus aux réformes. Et lorsque on est un observateur, on n'est plus dans l'activité immédiate et on est un observateur, il y a des mots qui disparaissent progressivement du Bénin. Je ne vais pas les prononcer, mais vous allez constater qu'il y a des mots qui disparaissent de plus en plus du vocabulaire des Béninois. Et il y a quand même cette phrase qui est de serrer la ceinture, mais qui pour moi signifie tout simplement mettons-nous en ordre pour avancer les réformes. Voilà. Il ne faut plus gaspiller les ressources. Pas de gaspillage de ressources, pas dans des débats stériles et autres. Il faut investir dans ce qui peut permettre au pays d'avancer et aux Béninois maintenant de commencer à profiter de ces performances-là. Alors pour le quatrième point, le souhait, je pense qu'on va revenir là-dessus. On va approfondir un peu. Vous avez abordé la question de la résilience. On l'a évoqué, le Covid-19 a durement frappé l'économie mondiale. Le Bénin également a été frappé. La résilience économique du Bénin, comment s'est-elle traduite? Non, je pense que tous les pays de la planète ont subi les conséquences du Covid-19. Tous les pays. Maintenant, le reste, c'était la capacité des autorités à prendre des décisions qui devaient permettre au pays de résister à cette maladie. Et au moins, sur le plan économique, les résultats sont visibles. On a pu gérer et avoir une certaine résistance à cette maladie sur le plan économique. Bon, c'est vrai qu'il y a des efforts à faire. Pour moi, il est essentiel d'avancer dans la vaccination, dans d'autres mesures et trouver les moyens de faire revenir les mesures barrières. C'est très simple, mais vous voyez les conséquences. Mais les mesures barrières sont toujours d'actualité. Bon, moi, de plus en plus, quand on est en ville, on constate que les gens ne portent plus les masques. Ils ne portent plus les masques. On fait des fêtes où les gens s'entremêlent. Et bon, et même dans les transports en commun. Vraiment, donc il y a des efforts à faire à ce niveau. Et la résilience sera économique, mais aussi sera, je ne sais pas si c'est le bon terme, sanitaire. Oui. Parce que les pics, même si sur le plan économique, on continue d'avancer, les pics tuent des Béninois et il faut empêcher que des Béninois continuent de mourir du fait de cette excusez-moi le terme, bêtement de cette maladie. Alors, sur la question de la résilience, on a pu constater que le gouvernement, face à cette crise-là de Covid-19, a décidé de soutenir les micro-petites entreprises, par exemple, en leur allouant un certain budget. Est-ce que cette réponse vous semble-t-elle appropriée pour amoindrir le choc économique? Oui, je pense pour accroître, pour permettre à la croissance de se poursuivre, il faut que les acteurs, ceux qui font la croissance, puissent avoir les moyens de continuer à produire, de fonctionner normalement. Voilà, de fonctionner normalement, de produire et de permettre d'augmenter la valeur ajoutée, donc d'augmenter le taux de croissance. Donc cette décision est à saluer? À mon avis, oui. Même si, bon, je pense que il y a eu des problèmes sur l'identification et le ciblage de ceux qui doivent... Est-ce que tout le monde, toutes les petites et moyennes entreprises ont réellement eu accès à ce soutien du gouvernement? C'est de ça que vous voulez parler? Oui, tout à fait. Et bon, on dit il y a des passagers clandestins, il y a les autres. Donc, lorsqu'il y a une nouvelle mesure, il y a des gens qui, ayant l'information peut-être avant les autres, arrivent pour pouvoir faire cela, alors que les frais, ceux qui étaient dans l'activité, n'en profitent pas. Je pense que c'est le problème du ciblage et qu'il faut vraiment revoir. Bon,
j'ai appris que on a refait, comment on appelle, un sondage, un recensement. Oui. Et si cela a été fait et fait dans les règles de l'art, je pense que ça va permettre de faire un meilleur ciblage et de permettre à cette mesure d'aider les acteurs de l'économie dans la logique de la croissance. Mais la crainte aussi après ce recensement, la crainte aussi de ceux qui ont bénéficié de ce soutien-là, c'est de se voir après imposer, parce que désormais, ils sont dans la base de données, ils peuvent se faire imposer. Ceux qui ne déclarent pas forcément leurs activités, aujourd'hui, ils sont reconnus par l'État. Non, le problème, je pense que c'est le signal, les signaux qu'on donne qui doivent être clairs. Si la fiscalité est claire, et les acteurs savent que si j'opère dans le formel, j'aurai affaire à cette série de mesures fiscales. Ils subiront cela vraiment sans trop de problèmes. Mais c'est lorsque ce n'est pas clair, ou bien lorsqu'il y a des manipulations de tout genre, c'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire, tout à fait. Et que les acteurs commencent à sortir du formel et aller se cacher. Donc, et sur ce plan, moi je salue beaucoup de mesures fiscales qui ont été prises. Lesquelles par exemple? Non, toutes les mesures qui portent sur la digitalisation. Parce que, excusez-moi d'être terre à terre. Voilà, les factures, comment on appelle ça? Les factures normalisées. Et les dépôts par Internet et autres, voilà, on appelle tout cela la digitalisation. Je pense que si on avance là, on aurait fait un grand pas, parce que, vous le savez, au Bénin, quand on doit passer par un homme, ça crée des sources de corruption. Et voilà, donc, lorsque je suis dans ma chambre, je suis dans mon bureau, et je fais les paiements, je fais les opérations par les moyens électroniques. Moi, je pense que tout cela participe de la transparence. Ok, donc la digitalisation permet de lutter contre la corruption. Ah, mais oui, tout à fait. Même si, bon, ça nécessite aussi des contrôles. Parce que les contrôles ne sont plus les mêmes, mais il faut quand même faire les contrôles. Mais je ne suis pas là pour parler des contrôles. Alors, parlant de la transparence budgétaire, on sait que durant cette année, par exemple, le Bénin a été salué par le Fonds monétaire international sur la question de la transparence budgétaire. Vous l'avez évoqué tantôt, il y a des agences de notation qui ont relevé également le niveau du Bénin. De B, on est passé à B+, et tout. Quelle est l'incidence que ces annotations-là pourraient avoir ou peuvent avoir sur l'économie nationale? Non, permettez-moi d'abord de saluer nos jeunes collègues qui sont dans l'administration des finances, qui font un travail de qualité, il faut le dire, et les encourager à poursuivre. Parce qu'on ne peut pas améliorer sa note, on ne peut pas avoir une bonne appréciation du FMI et autres si on ne fait pas un bon travail. Tout à fait. Donc ça, c'est important. Et je pense que c'est une étape dans la mobilisation des ressources et dans le fait de rendre la croissance soutenable. Parce que si je fais une croissance aujourd'hui, puis après je baisse, puis je remonte, ce n'est pas une croissance soutenue. Et là, il faut une croissance soutenue. Et ça, c'est la bonne gestion de l'économie qui le permet. Et sur ce plan, nous devons nous féliciter de ces appréciations que nous avons à l'international et même sur le plan régional. Quand on lit les rapports de l'UEMOA, de la commission de l'UEMOA ou de la Banque centrale, de la BCAO, on constate que le Bénin vraiment a une bonne place et a une bonne appréciation. Donc, c'est une étape dans la consolidation de notre économie et il faut le poursuivre. Et il faut poursuivre cela de manière à ce que
et on ne retombe pas dans une situation pire. Donc, vous souhaitez qu'on ait plus de croissance. Non, mais tout à fait, parce que bon, vous m'avez dit de ne pas venir d'abord au souhait, mais effectivement, il faut que nous corrigions les déficits, les erreurs du passé. Oui. Et cela, ça demande, certains disent 7, certains disent 10, certains disent 15 ans de bonne gestion. Et c'est après que nous pouvons citer comme des pays comme le Botswana. Nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas beaucoup de ressources, mais nous avons une bonne gestion et cela peut nous permettre d'être un pays très efficace. Ok. Récemment, le Bénin, et parlant justement de performance, le Bénin a réalisé une opération inédite de remboursement d'une partie de sa dette sur le marché financier sous-régional. On parle de plus de 217 milliards de francs CFA. Quelle lecture cela vous inspire? Oui, bon, finalement, lorsqu'on a fait l'Eurobond, on a dit que le Bénin a réalisé une prouesse historique, voilà, tout à fait. Non, je pense que lorsqu'on a une bonne économie, on a des finances publiques qui sont bien gérées et qu'on réalise progressivement la transparence budgétaire, je pense qu'on peut se permettre de faire des opérations risquées, mais lorsqu'on les réussit, on devient un exemple. Un leader. Voilà, un leader, un exemple. Et c'est ça. La lecture que je fais est que, d'abord, c'est un respect des engagements, parce que c'était, si je ne me trompe, une des conditionnalités pour avoir l'Eurobond. Tout à fait. Donc, et on l'a fait, et apparemment, on a réussi. Cela signifie que le marché, au moins régional, a une très bonne lecture de l'économie béninoise. Et donc, il faut continuer de donner ces bons signaux au marché, national d'abord, et régional et international, pour que cela facilite la mobilisation des ressources. Mais une telle opération dans un contexte de pandémie, est-ce que... C'était évident. Non, c'est risqué, tout à fait, c'est risqué, mais je pense que c'est aussi une question de... je dirais toujours peut-être de jeunesse plus courageuse. La jeunesse qui actuellement est au pouvoir, vous voulez dire? Ou bien la jeunesse qui décide? Non, je veux dire la jeunesse de ceux qui mènent l'opération. C'est une décision certainement politique, mais c'est, vous voyez, ça se mène dans une structure, le ministère des Finances, et je pense que c'est un autre état d'esprit qui est à ce niveau. Et parmi les indicateurs qu'il faut prendre en compte, il y a la jeunesse. Parce que peut-être... je n'aime plus prononcer certains termes, mais un politicien, bon, en fin de carrière, n'aurait pas pris autant de risques. Voilà. Donc, non, je pense qu'il faut saluer cela et continuer. Les conséquences aussi, c'est ça, c'est on améliore la situation de notre dette. Dette extérieure. Et donc, l'expression vulgaire, c'est qui paie ses dettes s'enrichit. Donc ça nous offre la possibilité d'avoir d'autres financements. C'est dire donc que les investisseurs, ça permet aux investisseurs d'avoir plus confiance en notre pays, au Bénin. Oui, je pense. Alors, à en croire le ministère des Finances, justement, ce remboursement a permis de réaliser une économie de plus de 36 milliards de francs CFA. Tout à fait, parce que c'était en fait... ils ont remboursé de manière anticipée. Je voulais dire nous avons. Nous avons remboursé de manière anticipée et un emprunt dont le taux n'était pas forcément très intéressant. Donc, par ce remboursement anticipé, ça nous permet d'avoir... de récupérer des intérêts qu'on aurait payés si on avait continué selon l'échéance.
Alors pour l'année 2022, par exemple, on sait que la loi de finances a été adoptée récemment, il y a quelques jours. Des annonces fortes ont été faites, notamment des investissements, j'y arrive, dans le domaine de l'eau, de la santé, de l'énergie, de l'éducation. Autrement dit, un budget qui est social, un budget annoncé social. Est-ce qu'il le fallait? Bon, je n'aime pas trop le mot social. Parce que chacun donne un contenu à cela. Et vous n'êtes peut-être pas de cette époque. Je me rappelle, chaque année, c'était le 30... il y avait un discours le 30 décembre. Oui. Et on nous donnait une mesure sociale. Oui. Et la mesure sociale, c'est toujours augmentation des salaires de 1%, bon, je ne sais plus, mais, ouais. Mais ce que vous dites, c'est est-ce que ça profite aux populations? Oui, est-ce que ça profite aux populations qui en ont le plus besoin? Moi, c'est en répondant oui à ces questions que je pense qu'on a fait du social. Oui, l'eau, c'est essentiel parce que nous, on est à Cotonou et on a l'eau juste dans nos douches, mais ce n'est pas évident. À quelques kilomètres de Cotonou, les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Ils n'ont pas accès à l'eau potable. Et l'électricité, et un environnement sain et autres. Oui, les questions d'éducation également aujourd'hui. Et surtout l'éducation est une éducation tournée vers le développement. Et ça, c'est des questions, je pense, sur lesquelles nous devons mettre l'accent. Et l'effet, l'impact viendra dans 10, 15, 20 ans. Oui. Mais il faut que quelqu'un commence. Et je pense que nous sommes en train de commencer, nous devons accélérer. Si c'est ça, social, je suis d'accord avec vous. Et quels sont alors les autres défis qui restent à relever, notamment en matière de diversification économique? Non, la diversification économique, je pense, c'est d'ouvrir comment on appelle ça, notre économie, de permettre les initiatives. De permettre les initiatives et surtout de rendre effectifs certains slogans qu'on a. J'étais dans un débat hier et on dit mais pourquoi dit-on qu'il y a un problème de nourriture, de nutrition au Bénin, alors que depuis 15-20 ans, on nous parle de la vallée de l'Ouémé, qui est la deuxième plus grande vallée. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on le dit quand même. Et la deuxième plus grande vallée de l'Afrique. Après le Nil. Après le Nil, voilà. Vous connaissez le slogan. Donc, c'est ça. Ça dit, il faut que ces mesures-là commencent à être effectives. À être effectives et qu'on puisse voir qu'il y a un commencement à cela. C'est ça qui est important, à mon avis. Aujourd'hui, avec la mécanisation agricole, on investit beaucoup dans l'agriculture. Le Bénin est premier en termes de coton, en termes de maïs, de riz et consorts. On fait de grands prouesses également. Aujourd'hui, est-ce que si on mise uniquement sur l'agriculture, on pourra y arriver? Pas uniquement. Je pense que le plan national de développement et le PAG. PAG, voilà. Oui. Le PAG sont clairs. Hein. Oui. Il y a plusieurs piliers, dont l'agriculture. L'agriculture doit jouer un rôle central. D'ailleurs, depuis que moi j'ai commencé à comprendre ce qu'on appelle l'économie, tout le monde, dans son discours au Bénin, dit faire de l'agriculture, voilà. Le levier. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est essentiel pour sortir une grande partie de la population de la pauvreté. Parce que les plus pauvres se retrouvent malheureusement dans le secteur agricole. Mais je pense qu'il faut s'appuyer aussi sur des... Nous n'avons pas des richesses naturelles, mais nous avons des richesses culturelles et autres. Donc, le tourisme est aussi un... Comment je vais dire cela? Un levier pour le développement. Et le numérique et la digitalisation. Mais avant de vous laisser partir, on va revenir sur vos souhaits. Absolument. Non, je pense que ce serait mal
ce serait mal parler que de dire qu'il n'y a pas un effort très important qui se fait dans ce pays pour rétablir les bases du développement. Nous avons la croissance, nous avons des infrastructures, donc nous sommes en train de constituer la base du développement. Mais lorsque, après 5 ans, vous l'avez dit en lançant l'émission, après 5 ans d'efforts, je pense que toutes les couches de la population doivent commencer à avoir un peu de redistribution. Et cela est essentiel pour qu'on puisse poursuivre les réformes les plus difficiles. Ouais. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas entendu officiellement, mais j'entends que les salariés qui ont quand même beaucoup donné, sans même plus peut-être pouvoir réagir, qu'il faut leur donner ce qu'on leur a promis et il faut leur donner quelque chose de substantiel. On leur a promis une augmentation. Voilà, une augmentation de ça. Espérons ça voilà. très bientôt. Maintenant, les autres populations, on a vu, on ne sait pas pour le secteur agricole, on est en train de créer les conditions. Je pense que toutes ces populations-là bénéficient des premières retombées. Et ce ne serait que justice et ce ne serait que développement. Merci beaucoup à vous, Epiphane Adjovi, Loïs Balogun. Merci. Et à présent, on va installer notre deuxième plateau. On parle de la santé, notamment de la gestion de la Covid-19. Covid-19 n'a pas manqué de secouer le Bénin, qui a d'ailleurs traversé sa vague la plus sévère d'infection en septembre dernier. On comptait jusqu'à 4760 cas hebdomadaires confirmés. Aujourd'hui, la situation s'est apaisée et l'enjeu, c'est la vaccination pour éviter de vagues potentielles de l'épidémie à l'avenir. Ici, au Palais des Congrès de Cotonou, le nombre de personnes venant se faire vacciner sonne comme une réponse à l'appel lancé par le premier responsable de la santé. C'est vrai qu'au début, il n'y avait pas tellement d'engouement, mais actuellement, nous avons un réel engouement sur le terrain. Je fais partie de ceux qui décourageaient tous ceux qui voulaient prendre la décision de le faire. Bon, je me suis surprise en train de me faire vacciner là maintenant. Il y a eu plusieurs rumeurs sur les vaccins. J'ai pris le temps de réfléchir, d'examiner et de prendre une décision, parce que c'est une grande décision. Sur place, il faut signer une fiche de consentement avant la vaccination. Il faut également choisir le vaccin à prendre. Hier, j'ai été dans un centre de santé pour demander les différents types de vaccins qu'il y avait. Donc il y avait l'agent qui me faisait comprendre que contrairement à certains vaccins, le vaccin Johnson, avec le vaccin Johnson, vous avez la possibilité, lors d'un voyage, de vous faire accepter dans certains pays. Donc on a préféré le vaccin Johnson. J'ai eu à poser des questions à plusieurs de mes amis et de mes parents qui sont à l'extérieur aussi. Ils en ont pris, c'est eux qui m'ont conseillé le Johnson. À l'ancien site de dépistage au niveau du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, le même exercice est en cours. Pour la directrice départementale de la santé du littoral, cette préférence unanime ne signifie en rien l'inefficacité des autres vaccins. Les vaccins que nous injectons sont sûrs et efficaces, juste là. Nous n'avons que quelques effets secondaires mineurs comme pour tout autre vaccin. La vaccination est gratuite sur toute l'étendue du territoire. 9 sites sont dédiés à la vaccination dans le département du littoral. Outre ceux cités, on compte aussi la direction départementale de la santé Cisaplakodji et le CNHU. Un reportage de Rodrigue Babagbeto, et pour faire le point de la situation relative au Covid-19, on reçoit sur ce plateau le docteur Landry Coquelet. Il est le directeur de la vaccination et de la logistique de l'Agence nationale des soins de santé primaire au ministère de la Santé. Docteur Landry Coquelet, bonjour. Bonjour madame. Au début de la pandémie en janvier 2020, le Bénin ne disposait pas vraiment d'un système de surveillance épidémiologique solide, encore moins de laboratoires et d'équipements pour poser des diagnostics rapides et précis. Il fallait aller jusqu'au Sénégal. Aujourd'hui, est-ce que ce problème est réglé? Oui, bien sûr, ce problème est réglé puisque nous avons pu détecter des cas, prendre en charge des cas et maîtriser même la pandémie pour éviter des situations dramatiques.
Donc, vous avez pu voir aussi les investissements qui ont été faits au niveau déjà du laboratoire et au niveau aussi des sites de prise en charge. Donc, c'est un travail qui a été assez efficace et qui a permis de contrôler la pandémie. Et je pense que le Bénin gère assez bien, ou bien a bien géré quand même cette situation jusqu'à maintenant. Mais vous permettez, Amandine, c'est quand même beaucoup d'investissements qu'il y a eu en termes de construction de laboratoires. Ça nous a coûté combien, si on peut le savoir? Bon, les coûts, moi j'aurais du mal à vous le dire, mais je sais que ça a coûté beaucoup, parce que même les laboratoires ordinaires, c'est des équipements assez coûteux. Et pour cette pandémie, comme Madame l'a dit, il a fallu offrir la possibilité de faire des tests à tous les niveaux, au niveau du pays, dans tous les départements. Donc, il fallait installer ces laboratoires, renforcer déjà les laboratoires existants. Donc, tout ça, ça demande des investissements assez lourds qui ont vraiment coûté assez d'argent, comme ça a été le cas dans beaucoup de pays d'ailleurs. La formation du personnel également était devenue un enjeu au regard de l'augmentation des malades. Oui, absolument. Il fallait effectivement former le personnel d'une manière générale sur la prise en charge des cas, mais de façon spécifique sur la prise en charge de cette pandémie. Et vous savez que c'est une pandémie donc, qui répond à des normes en termes de prise en charge. Vous avez pu voir sur certains sites que les cas ne sont pas pris en charge comme des cas. Voilà, donc il faut des infrastructures, des équipements, il faut que le personnel ait des pratiques de prise en charge qui sont standardisées. Donc, il a fallu former toutes ces équipes-là pour que, quand un cas vient, quelles sont les procédures standardisées à adopter pour pouvoir prendre en charge le cas et puissent les avoir. Alors, on a remarqué que face à cette pandémie, le Bénin, très tôt, a fait l'option de la vaccination. Ayant constaté que les cas de Covid commençaient à s'élever, on a très tôt fait l'option de la vaccination. Est-ce que cette option-là était nécessaire, parce qu'on n'a pas eu autant de cas que d'autres pays de la sous-région, par exemple? Oui, cette option était nécessaire et puis était intéressante, parce que bon, nous sommes dans une pandémie, c'est-à-dire que c'est une maladie qui circule dans tous les pays. Vous avez vu la vitesse à laquelle ce virus évolue. Et ensuite, dans toute l'histoire de l'humanité, la vaccination a toujours été une intervention efficiente, c'est-à-dire que c'est plus rentable d'aller vers cette option-là que par exemple la prise en charge dont on a parlé tout à l'heure. Donc, dans un enjeu mondial où il y a une pandémie qui circule, où il y a des vaccins sûrs et efficaces qui existent, je crois que c'était utile et nécessaire que nous puissions suivre cette option-là et arrêter la transmission de cette pandémie au niveau de notre pays. La pandémie, la maladie est toujours d'actualité. Est-ce qu'on peut rappeler un peu les personnes qui peuvent se faire vacciner? À ce jour, l'éligibilité est ouverte jusqu'à l'âge de 12 ans, mais pour tous les antigènes, mais spécifiquement pour l'antigène Pfizer, pour le vaccin Pfizer, qui est admissible de 12 à 18 ans. Mais pour les autres, tous les autres types d'antigènes peuvent être administrés. Alors aujourd'hui, on sait que bien que le vaccin soit disponible, que beaucoup de Béninois se fassent vacciner, on sait qu'on n'a pas relâché autant en tant que tel les gestes barrières, sont toujours de mise. Est-ce que entre la vaccination et le respect des gestes barrières, j'allais dire, n'est-il pas suffisant face, ou plutôt, quand on met le respect des gestes barrières et qu'on met la vaccination, est-ce qu'il n'est pas mieux de privilégier des gestes barrières que la vaccination? Non, à ce jour, il faut combiner les deux. Les deux. Il faut combiner bien qu'on soit vacciné, il faut forcément... Oui, bien sûr, parce que d'abord, les couvertures vaccinales ne sont pas à un niveau où on peut se permettre... Quel est le taux aujourd'hui? Aujourd'hui, pour les derniers chiffres que nous avons colligés il y a 2 jours, nous avons au moins 1 199 000, environ 1 200 000 personnes qui ont le schéma vaccinal complet. Donc ça fait... Quand vous dites schéma vaccinal complet, ça veut dire... C'est-à-dire qu'ils ont reçu 2 doses pour les vaccins de 2 doses et 1 dose pour le vaccin à 1 dose dans le calendrier que nous utilisons actuellement. Rapporté à une cible de 7 millions qui est l'équivalent de 60% de la population, nous sommes autour de 16% de personnes, 16 à 17%. 16%.
Alors, quand on sait que l'ambition, c'est d'avoir, vous l'avez dit, au moins 60%. Oui, 60% de toute la population qui sont complètement vaccinés. À ce taux-là, la probabilité que le virus passe d'une personne à une autre est très faible. Et là, vous avez moins de risques, par exemple, si vous lâchez certaines mesures barrières, notamment les masques, vous avez moins de risques de faire circuler le virus. C'est ce qui a été fait en Europe d'ailleurs. Lorsque les couvertures vaccinales atteignent les 80%, vous avez vu que dans certains pays, ils ont ouvert les stades, les gens venaient sans masque au stade et tout, voilà. Donc, c'est à des couvertures comme ça qu'on peut se permettre d'avoir des relâchements sur certaines mesures restrictives. Donc, aujourd'hui, ceux qui pensent que parce qu'ils sont vaccinés, ils ne doivent plus mettre les masques ni se laver les mains, ils sont dans l'erreur. Bien sûr qu'ils sont dans l'erreur parce qu'ils sont très peu à être vaccinés dans la masse de personnes non vaccinées. Donc, ils n'ont pas encore l'impact sur la circulation du virus. Donc, le virus a encore la possibilité de circuler quand les gens se regroupent parce qu'il y a beaucoup de personnes non vaccinées. Mais si on est dans une situation où on a 8 personnes sur 10 qui sont vaccinées et donc qui ne sont pas des risques de circulation du virus, oui, là on peut être un peu plus confortable. Mais quand c'est le contraire, c'est pas possible. Non, pas du tout. Donc il faut toujours continuer à se protéger, pour éviter d'être déjà un couloir de transmission du virus. Même si vous ne développez pas la maladie, vous restez toujours quand même un canal par lequel le virus peut passer. Et voilà. Malgré la campagne nationale de vaccination qui a été lancée récemment, on sent que les populations sont encore réticentes. Qu'est-ce qui explique cette situation? J'avoue qu'avec la campagne, on a senti du mieux dans l'adhésion. Parce que, bon, vous savez qu'avant la campagne, on était à 4%, maintenant on est à 16%. Ça fait multiplier par 4 en 30 jours. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a eu quand même une adhésion de la population. Bon, ce n'est pas encore le niveau qu'on souhaite parce qu'on voulait aller plus que ça. Mais les raisons, ces intoxications qui fusent de partout sur les réseaux sociaux et qui fustigent le bien fondé de la vaccination, on le lit tout le temps. Donc on est en train de travailler à déconstruire ces messages et à construire une communication assez équitable et juste, transparente sur la vaccination. Et c'est ça qui a fait qu'en un mois, justement, il y a eu plus de personnes qui ont adhéré que ce qu'on avait il y a 4 semaines. Alors, cette réticence des populations ne s'expliquerait pas aussi par le fait que d'aucuns auraient développé des effets secondaires et qu'ils en ont parlé? Oui, bon, tout ça aussi, je pense que c'est des choses à déconstruire. Nous avons vacciné 1 million en 30 jours. On n'a pas eu plus d'effets secondaires que ce qu'on a eu en 6 mois. Donc, je pense que le phénomène des effets secondaires, c'est à prendre avec beaucoup de prudence et de précaution. Donc, je l'ai expliqué plusieurs fois. Le problème les effets secondaires liés à la vaccination sont connus et on vous le dit quand on vous vaccine. On vous le dit sur la fiche d'information. On vous dit ce qui peut arriver, ce qui est sûr qui peut arriver, les fièvres, les douleurs pour une injection, c'est classique, c'est courant. Si quelque chose d'autre que ça survenait, il faudrait qu'on arrive à faire la part des choses. Est-ce que c'était quelque chose qui devrait survenir ou c'était effectivement lié à la vaccination. Donc c'est ça qui sème la confusion et tout le monde pense. C'est difficile de convaincre sur ça, mais c'est là. Mais si jamais d'autres effets survenaient, est-ce que des dispositions sont prises par le gouvernement pour la prise en charge de ces cas spécifiques? On en a pris en charge. La plupart, même que ce soit en milieu hospitalier ou non hospitalier, il y a des numéros. Parce que beaucoup connaissent maintenant, dont un des numéros c'est même le mien. Et je reçois des appels tous les jours. On essaye d'écouter les personnes, de leur expliquer, ah oui, voilà, faites ci. Au cas où ça nécessite une prise en charge, il y a des points focaux qui sont là, identifiés dans les hôpitaux qui font la prise en charge. Et la prise en charge est gratuite. Donc sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Le premier site de prise en charge que vous avez, c'est le centre de santé le plus proche, que vous allez vous poser votre problème, vous dites vous êtes vacciné, vous avez ici, on vous écoute, et puis après, on vous oriente. Donc pour la campagne, c'est ce que nous avons fait. Nous donnons déjà le paracétamol aux personnes lors de la vaccination. Voilà, lors de la vaccination, parce qu'il est fort probable que la fièvre survienne. Et une fièvre qui survient dans les 24-48 heures après la vaccination, c'est normal. Tous les bébés le font. Tous les mamans qui vont dans les hôpitaux savent que tous les bébés qui sont vaccinés chauffent. Et les mamans savent que durant les 2 jours, elles ne vont pas dormir. Exactement. Et donc, ce n'est pas différent chez l'adulte. Donc, et nos bébés font 9 sont vaccinés, je pense qu'au moins jusqu'à 9 mois, près de 4 à 5 fois. Et parfois, dans la même journée, ils prennent 3 piqûres.
avant le premier anniversaire. Donc, si vous multipliez, les enfants ont près d'une vingtaine de vaccinations, mais n'ont rien. Ils ont subi ces fièvres et autres. Donc, c'est un peu ça. Mais avec les adultes, c'est beaucoup de plaintes. En fait, je pense plutôt que les idées reçues font que quand on finit la vaccination contre le Covid et qu'on sent un petit malaise, on se dit directement, c'est le vaccin qui a fait ci, c'est le vaccin. C'est exactement ça. Moi, il faut dépasser tout ça. C'est exactement ça. Et même les appels que je reçois, jusqu'à présent, je discute bien, c'est souvent ça, ce que vous avez expliqué. Des gens appellent même 3 semaines après la vaccination pour dire qu'ils ont une fièvre. Est-ce que ce n'est pas dû à la vaccination? Mais une peu plus tard qu'hier, moi j'ai reçu des appels 3 semaines après, 1 mois après, qu'ils ont eu des maux de tête. Et est-ce que ce n'est pas lié à la vaccination? Donc il faut avoir vraiment la passée. Comme je l'ai dit, nous vaccinons nos enfants plus de 20 piqûres avant 1 an. Oui. Peut-être qu'ils n'ont pas ils ne peuvent pas s'exprimer, mais jusque-là, ça se passe. Aucune mère ne vient se plaindre pour dire il y a ci, il y a ça. Au contraire, les mamans sont contentes et elles respectent le rendez-vous malgré qu'elles savent qu'il y aura la fièvre, l'enfant va pleurer. Elles respectent parce qu'elles ont compris que sans ça, l'enfant peut mourir avant l'âge d'1 an. Et c'est dans ça que nous sommes pour la Covid. Si on ne se vaccine pas, lorsqu'on fera une vague, on peut mourir de ça. Alors, aujourd'hui, par exemple, la vaccination, elle est totalement gratuite. Est-ce qu'à la longue, elle va devenir payante? Alors, cette question-là... c'est une question qui revient souvent. Oui, c'est une question qui revient, mais je pense que c'est la partie que vous avez dite. Aujourd'hui, elle est gratuite. Pour le reste, on s'en tient à aujourd'hui, elle est gratuite. Pourquoi ne pas se faire vacciner aujourd'hui et être en train d'imaginer un scénario où c'est payant? Donc, je pense que c'est ça. On nous offre des vaccins qui coûtent cher, qui varient entre 16, parfois même $20 la dose. Donc, multiplié en francs CFA, vous voyez ce que ça signifie. Et donc, profitons-en. Personne ne peut dire ce qui va se passer demain. On est sûr de ce qui se passe aujourd'hui. Justement, c'est parce qu'on n'est pas sûr. Vous savez, les gens sont réticents à se faire vacciner. Ils se disent, je le ferai demain, après-demain, ils reportent. Et il y a cette crainte-là de dire, avec cette campagne nationale qui a été lancée, est-ce qu'on n'est pas dans l'objectif de vouloir nous faire payer plus tard ce vaccin-là? Quels que soient les objectifs, il faut se faire vacciner maintenant pendant que c'est gratuit. Donc, effectivement, moi j'ai trouvé bizarre cette réflexion où on s'est dit ce sera payant. Pourquoi ne pas dire c'est gratuit, allons-y? Et effectivement, l'idée même de payer a poussé beaucoup de gens encore à aller se... C'est comme les tests. Voilà. Avant, le test était gratuit. Aujourd'hui, il faut débourser de l'argent. Voilà. Donc, l'idée a poussé les gens à se faire vacciner. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que on vous dit que ce sera payant ou vacciner? Donc, en fait... La confiance à la vaccination n'est pas liée au vaccin lui-même, mais c'est lié à d'autres paramètres qui n'ont rien à voir avec la vaccination. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus de variants qui sortent, de variants du Covid-19 qui sortent. On parle récemment du variant Omicron, voilà, qui est sorti. Comment est-ce que le Bénin se prépare face à ces variants-là? Parce qu'on est vacciné, d'accord, mais est-ce qu'on n'est pas totalement vacciné? Ailleurs, les gens sont déjà à 3, 4, 5 doses. Nous, on en est encore à 2. Oui, je pense que la notion de variant, il ne faut même pas se casser la tête pour ça. Un virus, quand on le laisse se multiplier comme il veut, il génère toujours des variants. Ce n'est pas lié à Covid. On a vécu ça avec polio, on a vécu ça avec le VIH, on a vécu ça avec plein d'autres. Le message que ce virus nous donne, c'est que vous n'avez pas encore fait les efforts en matière de vaccination, les efforts de protection individuelle. C'est le message qu'il donne quand il sort un variant. Il est à son 7e variant. Il y a eu les lambda, alpha, mu, delta et tout. Et il y en aura d'autres. Donc je pense qu'il ne faut même pas réfléchir à un variant, non. Le message, le virus vous dit, vous m'avez laissé encore beaucoup de champs libres et je me permets de reproduire des variants. Donc en d'autres termes, il faut rapidement accélérer les couvertures vaccinales. Il faut vraiment parce que ce n'est que ça qui fait le mieux pour l'empêcher de se multiplier. Il fait un variant quand il peut passer de vous à moi et de moi à madame. Donc si vous êtes vacciné, donc vous ne pouvez pas me transmettre. Moi, je suis vacciné, je ne vais pas lui transmettre. La probabilité de générer un variant devient faible. Il fait un variant si vous ne respectez pas les mesures barrières alors que nous n'avons pas découvert. Quel que soit le variant qui circule, si vous vous lavez les mains, vous portez votre masque, vous respectez les distances, je pense qu'il restera sur celui qui le porte, mais il ne passera pas vers une autre personne. Donc je pense que le message clair qu'il faut tirer de cette notion de variant,
c'est effectivement que nous avons encore à revenir sur les gestes basiques de protection individuelle et à aller nous faire vacciner pour réduire la probabilité de faire apparaître d'autres variants et de transmettre ces variants au sein de la population. Mais le Bénin se prépare comment? Parce qu'il y a déjà eu des cas Oui, à côté au Togo. la seule façon que le Bénin peut faire, c'est d'augmenter sa couverture vaccinale, déjà, qui était à un niveau où c'était assez dangereux de vivre avec des couvertures aussi faibles. Là, on ne pourrait pas faire face efficacement à des mutations du virus. Ça, c'est déjà ça, et c'est ce que nous avons fait en intensifiant la vaccination, en faisant porter donc des couvertures de plus en plus vers des couvertures élevées qui se rassurent. Le Bénin ne peut que aussi revenir sur le message des gestes barrières, parce que ça, c'est important. Et il faudrait revenir sur ce message-là pour dire continuons à nous laver les mains, continuons à nous protéger nous-mêmes, parce que c'est ça, la vaccination vous donne une protection individuelle et après collective, parce que quand vous êtes nombreux, vous faites ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Mais les masques, les gels hydroalcooliques, le lavage, les mesures, ça c'est des protections individuelles qui font que même si 1000 ont des variants, vous êtes protégés. Donc ce n'est que ça qu'on peut faire. Il y a également la surveillance au niveau des frontières, parce que si c'est dans les autres pays, le risque que ça entre sur le territoire, c'est... Effectivement, mais ça c'est encore plus compliqué parce qu'en Afrique, vous savez que les frontières restent des frontières vraiment très poreuses. Donc quelle surveillance efficace vous pouvez mettre au niveau des frontières? Si je prends l'espace CEDEAO, vous savez, des frontières incontrôlables. Donc il faut continuer à faire les mesures que vous avez au niveau national. Bien sûr, renforcer les entrées contrôlées, déjà pour ceux que vous pouvez contrôler. Le statut déjà sérologique de ceux qui entrent. Donc ça permet déjà de réduire le risque d'importer le virus dans le pays. Mais on a l'impression, depuis l'apparition de cette maladie, que les autres pathologies ont été mises de côté. Heureusement que vous avez dit que c'est une impression, parce que... Dites-moi alors, heureusement que vous faites, par exemple, aujourd'hui, le paludisme, qu'est-ce qui est fait? On parle de VIH-Sida, on a l'impression même que le Sida n'existe même plus. Ça existe. Heureusement que ce n'est que... Et que les gens ne souffrent que de Covid aujourd'hui. Non, ça existe. Tous les autres programmes existent et fonctionnent. La vaccination de routine continue, par exemple. La prise en charge des malades qui ont des autres pathologies prioritaires. On a fait des campagnes de distribution de moustiquaires en pleine pandémie de Covid. On a fait des campagnes polio. Je pense que j'ai même été reçu ici, en pleine campagne de Covid. On continue à prendre en charge les tubercules. Donc les autres programmes continuent. C'est que la Covid a un impact très fort sur le système de santé. Et il faut vite arrêter cet impact-là. Sinon, justement, on va faire écrouler tout le dispositif. Donc il faut se mobiliser pour pouvoir rapidement gérer cette situation de Covid pour ne pas impacter sur les Et quelles sont alors les autres actions que vous avez menées sur le plan sanitaire pendant l'année 2021? Oui, un petit bilan. Pendant l'année 2021, je crois que l'action phare, c'était vraiment la lutte contre la Covid, c'est-à-dire la vaccination. Déjà, ce n'était pas gagné d'avance parce qu'au départ, même quand les vaccins ont été introduits, personne ne savait si les pays africains pourraient avoir accès. Tout à fait. Bon, nous, on a pu avoir accès. On a eu accès à des gammes variées. Des vaccins qu'on disait, c'est pour les pays riches. Nous, on a presque toutes les gammes de vaccins ici au Bénin. Donc, les actions phares, c'est d'avoir vraiment continué la lutte, avoir pu maîtriser cette troisième vague que vous avez vu qui a été meurtrière dans beaucoup de pays, mais on a pu la contrôler. Donc, avoir pu vraiment mettre le pays en termes de lutte contre cette pandémie-là à un niveau assez satisfaisant. Donc, tu vois que ça, c'est les actions phares. Après, nous avons aussi travaillé sur les autres maladies. Comme je l'ai dit, nous avons organisé la campagne polio ici pour pouvoir protéger contre la polio, qui est une de nos objectifs phares. Il y a eu les campagnes contre les distributions de moustiquaires que les programmes paludisme ont fait. Et puis voilà. Donc, c'est un bilan sanitaire, on va dire, reluisant pour l'année 2021. Je ne dirais pas reluisant, mais pas catastrophique. C'est un bilan sanitaire vraiment assez satisfaisant parce qu'on aurait pu connaître pire. Et une pandémie où même les pays qui ont les moyens largement supérieurs aux nôtres ont du mal, comme vous le voyez, ont du mal vraiment à gérer cela. Donc je pense qu'on peut dire que nous avons quand même fait quelque chose d'assez satisfaisant et il faut saluer les équipes sur le terrain qui ont travaillé dans ce sens. Il n'y a que pour l'atteinte de cette couverture vaccinale,
l'implication des autorités au plan local, l'implication des têtes religieuses également, parce qu'on sait qu'ils ont une grande assise au sein de leur communauté. Est-ce que toutes ces personnes-là ont été mises à contribution? Oui, elles ont été mises à contribution. Très récemment, vous avez vu qu'on a eu des séances avec tous les préfets déjà, ensuite avec tous les maires, ensuite avec les forces armées béninoises, ensuite avec les têtes couronnées et les têtes couronnées. Ces personnes-là qui sont ce qu'en anglais on appelle les gate openers, c'est-à-dire les personnes, quand vous les touchez, ils ouvrent la porte à beaucoup de personnes. Donc, très récemment, on a vraiment intensifié la communication. J'ai vu dans la ville quelques affiches même où des têtes couronnées se présentaient avec leur carte de vaccination. On a vu aussi des éléments de communication qui circulent avec des têtes couronnées qui communiquent et qui incitent à la vaccination. Donc, ils sont assez mobilisés. Et quelles sont alors les perspectives pour 2022? 2022, la grosse perspective, déjà, c'est d'atteindre nos objectifs de couverture vaccinale très rapidement pour que nous puissions être tranquilles sur le plan de la vaccination. Donc, nous sommes à 14% de la cible, mais il faudrait qu'en début 2022, on aille au-delà, qu'on aille même au 100% de la cible. Qu'est-ce qui empêche les gens de se faire vacciner alors que les vaccins sont gratuits et sont disponibles? Alors qu'il y a déjà 1 million qui sont vaccinés, qui sont dans le pays. Mais les gens attendent que vous fassiez comme la polio, les agents qui vont passer de maison à maison pour vacciner. Bon, également une stratégie. Si c'est ça, alors on va adapter effectivement la stratégie en conséquence et augmenter les sites, donner comme on l'a fait pour la campagne. Donc on va adapter cela et on va déjà après l'évaluation de la campagne pour voir s'il faudra renforcer encore les stratégies en place. Donc pour 2022, c'est vraiment cela. Merci beaucoup à vous, Dr Landry Coclé. Je rappelle que vous êtes le directeur de la vaccination et de la logistique de l'Agence nationale des soins de santé primaire au ministère de la Santé. Ulvaeus Balogun. Ce sera tout pour cette émission rétrospective. En effet, il était question de la relance de l'économie béninoise face au Covid-19. Il était également question de faire le point de la gestion de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Merci pour votre aimable attention. Cette émission est à retrouver sur le site de l'ORTB www.ortb.bj, mais également sur nos différentes plateformes digitales. Portez-vous bien et à la prochaine.